Messieurs, dames, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur Télé Sahel, édition que nous débutons par le résumé du Conseil des ministres de ce jeudi 20 octobre 2022 sous la présidence de Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Nadia Mahaman. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement FI 88 894 Serapis numéro 2017-0912 d'un montant de 105 millions d'euros signé le 17 décembre 2019 à Niamey et le 18 décembre 2019 à Luxembourg entre la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet de renforcement de l'approvisionnement en eau de la ville de Niamey. L'objectif global de l'accord, objet du présent projet de loi, est de contribuer à l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Niamey et ses alentours à partir du fleuve Niger. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, le Conseil des ministres a adopté les projets de décret ci-après. Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa et dans certains départements des régions de Tawa, départements de Tassara et de Tilia et de Tilaberi, départements de Walam, d'Ayeru, de Bankilare, d'Abala, de Bani Bangou, de Saï, de Torodi, de Tera, de Tilaberi et de Goté. Le présent projet de loi est pris pour proroger l'état d'urgence dans ces zones pour une durée de 3 mois à compter du 3 novembre 2022. Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans le département de Filengue, région de Tilaberi. Le présent projet de loi est pris pour proroger l'état d'urgence dans le département de Filengue pour une durée de 3 mois à compter du 29 octobre 2022. Le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Baleyara et de Kolo, région de Tilaberi. Le présent projet de loi est pris pour proroger l'état d'urgence dans les 10 départements pour une durée de 3 mois à compter du 19 novembre 2022. Ces 3 projets de loi seront transmis à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi déterminant les principes fondamentaux en matière de gestion des risques de catastrophes au Niger. Le Niger fait face depuis plusieurs décennies à une forte vulnérabilité aux catastrophes avec de faibles capacités de résistance. Ces catastrophes sont occasionnées par divers aléas parmi lesquels on peut citer les sécheresses, les attaques acridiennes, les inondations, les incendies, les feux de brousse, les épidémies et les épizooties. Ces crises et chocs ont des effets néfastes sur l'économie en ce qu'elles compromettent les investissements réalisés et contribuent ce faisant à la persistance et à l'exacerbation du phénomène de la pauvreté. En effet, une étude menée par les Nations Unies sur la période 1973 à 2013 a estimé à 40 milliards de francs CFA les pertes économiques annuelles engendrées par ces catastrophes. La prise en charge de ces catastrophes sur le long terme a rendu nécessaire la mise en place par le gouvernement avec le soutien de ses partenaires de nombreuses initiatives entrant dans le cadre de la gestion des risques de catastrophes en conformité avec le cadre de Sendai. Le présent projet de loi élaboré dans ce cadre a pour objet d'éditer les normes essentielles relatives à la prévention et à la gestion des risques de catastrophes ainsi qu'au relèvement au Niger. Il s'inscrit dans l'approche basée sur la réduction des causes et facteurs de risque consacrés par plusieurs instruments juridiques internationaux. Ce projet de loi s'articule avec les textes pertinents existant et renforce la gouvernance en matière de gestion des risques de catastrophe. Il met l'accent sur la prévention des risques de catastrophe sans négliger la préparation de la réponse à travers une gestion prospective, corrective et compensatoire. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de la Communication, le Conseil des ministres a examiné pour avis la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés. L'avis du gouvernement sur cette proposition de loi sera transmis à l'Assemblée nationale. Au titre du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle,
Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant abrogation du décret numéro 2022-394/PRN/MET/FP du 5 mai 2022 instituant le brevet d'enseignement technique dans les collèges d'enseignement technique. Le brevet d'enseignement technique institué dans les collèges d'enseignement technique s'est avéré peu performant pour répondre aux besoins de l'économie. Le présent projet de décret a pour objet d'abroger le décret numéro 2022-394/PRN/MET/PF du 5 mai 2022 instituant le brevet d'enseignement technique dans les collèges d'enseignement technique en vue de son remplacement par le certificat d'aptitude professionnelle CAP jugé plus adapté. Au titre du ministère de la Justice, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant adoption du 5e rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes soumises en application de l'article 18 de la Convention. Le Niger a adhéré à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution numéro 34/188 du 18 décembre 1979. L'article 18 de cette Convention dispose que les États partis s'engagent à présenter au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour examen par le comité un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès réalisés. En adhérant au dit instrument, le Niger s'est donc engagé à présenter tous les 4 ans un rapport périodique conformément à l'article 18. Le présent rapport élaboré à ce titre fait état de nouvelles stratégies et politiques, de nouveaux projets et programmes, des modifications législatives et réglementaires et des avancées d'ordre administratif et judiciaire intervenues depuis la présentation en 2017 du dernier rapport périodique. Au titre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant statut, identification et modalités de suivi des écosystèmes dépendants des eaux souterraines EDES. Les écosystèmes dépendants des eaux souterraines sont ceux qui nécessitent un accès aux eaux souterraines de façon permanente ou intermittente pour répondre à tout ou partie des besoins en eau nécessaires au maintien de leur communauté, de plantes et d'animaux, de leur processus écologique et de leurs services écosystémiques. Au Niger, les écosystèmes dépendants des eaux souterraines sont de 3 catégories, à savoir les eaux de surface constituées par le fleuve Niger, les lacs, la Komadougou-Yobé, les mares permanentes et non permanentes, ainsi que les retenues d'eau, les systèmes oasiens, les vallées fossiles et les bas-fonds composés des oasis, les cuvettes oasiennes, les koromas, les goulbis et les dalols, et les forêts-galeries constituées des affluents des cours d'eau et des parcs agroforestiers des vallées encaissées. Les EDES ont la particularité d'être sensibles aux activités humaines et au changement climatique, d'où l'attention particulière qu'ils méritent dans leur valorisation et leur exploitation durable compte tenu des services écosystémiques rendus. L'adoption du présent projet de décret permettra une gestion durable des EDES et la pérennité des services écosystémiques qu'ils fournissent. Mesures nominatives, le Conseil des ministres a adopté les mesures nominatives suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Abdou Ide Oumarou, titulaire d'un master en économie du développement, est nommé directeur du département des investissements WACF et de la haute autorité du WACF. Au titre du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Harouna Alhaj Oumarou, professeur certifié d'enseignement et de formation technique et professionnelle, matricule 66 996/X, est nommé directeur général du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Voyons à présent cette série d'audiences au cabinet du président de la République cet après-midi. En effet, Mohamed Bazoum a successivement accordé des audiences à l'ambassadeur de Chine au Niger, le secrétaire exécutif du G5 Sahel et une délégation du groupe Climat G5. L'entretien entre le chef de l'État et le diplomate chinois a porté sur les questions de coopération en général et de lutte contre le terrorisme en particulier. Cette audience porte sur la lutte contre le terrorisme. C'est la priorité des priorités du président. La Chine, partenaire de premier plan,
du Niger n'a jamais été absente dans ce domaine. Et la Chine est déterminée d'accompagner le Niger dans ce domaine par sa propre voie. Et cette audience porte aussi sur la coopération concrète entre nos deux pays. La Chine, en tant que premier investisseur du Niger, ne repose pas sur ses lauriers et poussée, exigée par le président de la République, Mohamed Bazoum. La Chine poursuivra ses investissements au Niger, au bien-être du peuple nigérien. Avec le secrétaire exécutif du G5 Sahel, il a été question de la redynamisation de l'institution. Nous avons été reçus en audience par le président de la République. Au cours de notre audience, nous avons échangé sur justement les difficultés que connaissent le G5 Sahel. Et nous avons sollicité donc les conseils du président qui nous les a bien donnés et nous a donné des indications quant à ce qui sera entrepris dans les jours et mois à venir, donc pour redynamiser notre organisation. Dans notre espace, il y a quand même pas mal de troubles, mais nous allons y travailler. Il nous a assuré qu'au niveau des chefs d'État, en tout cas, des dispositions seront prises pour faire en sorte que l'organisation continue et qu'elle soit redynamisée. Enfin, la dernière audience est accordée à une délégation de la Commission climat pour la région du Sahel, présente à Niamey dans le cadre de sa 4e session ministérielle. Et sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, a eu lieu ce matin à Niamey l'ouverture de la 4e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel, organisée à la veille de la COP 27 prévue se tenir en novembre prochain en Égypte. Cette réunion est une occasion pour passer en revue les activités de cette commission, notamment les 2 études stratégiques relatives au texte réglementaire du secrétariat permanent de la dite commission et du Fonds climat. Mariama Dakou. À l'occasion de cette réunion ministérielle qui verra l'examen et la validation des résultats issus de ces 2 études stratégiques, ainsi que la préparation de la 2e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour le Sahel, c'est un parterre d'invités venus de tous les pays du Sahel qui a été mobilisé. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey s'est beaucoup félicité d'accueillir une telle activité dans son entité administrative. Le Premier ministre chef du gouvernement, lui, a tenu d'abord à expliquer le processus ayant conduit à la création de cette commission dont le Niger assure la présidence. C'est ainsi qu'il est revenu sur les différentes activités à l'actif de cette commission ayant vu le jour suite à l'Assemblée générale de l'Union africaine tenue à Addis Abeba en Éthiopie les 30 et 31 janvier 2017. L'on citera entre autres la mise à disposition d'un bâtiment par le Niger pour lui servir de siège, l'opérationnalisation effective des instances techniques et politiques, l'organisation d'événements de plaidoyer et de mobilisation des ressources et la conduite de 2 études stratégiques relatives au texte réglementaire du secrétariat permanent de la Commission et du Fonds climat Sahel. S'agissant de l'étude relative à la mise en place du Fonds climat Sahel, dont le processus de validation technique est finalisé après 3 réunions régionales des experts de la Commission, ces résultats ont montré qu'au-delà de son caractère innovant, ce fonds devrait potentiellement permettre de lever à partir de 2023 $2 milliards sur les 5 premières années, dont 90% auprès des fonds bilatéraux et multilatéraux. De financer sur 5 ans 1,9 milliard de projets climatiques régionaux et nationaux. De renforcer les capacités des pays membres de la Commission
de créer un cycle vertueux qui s'auto-alimente par la combinaison de la rentabilité et de l'impact environnemental et sociétal positif. Au regard de ces résultats positifs, le Fonds Climat Sahel constitue assurément un véritable outil innovant et adapté pour le financement des priorités d'action climatique et le renforcement des capacités des acteurs de la région du Sahel, éprouvant des difficultés majeures pour accéder aux ressources des autres mécanismes multilatéraux, aux procédures complexes. Tout en félicitant les experts, partenaires techniques et financiers et autres acteurs ayant contribué à la matérialisation de ces deux études et en lançant un vibrant appel à la communauté internationale pour la mise en place d'un fonds spécial climat pour le Sahel, le Premier ministre Oumoud Mahamadou n'a pas manqué de proposer quelques voies à suivre pour mieux réussir cette lutte implacable contre les changements climatiques en Afrique. La présente rencontre est donc une occasion pour exprimer la solidarité et l'adhésion des pays de la région du Sahel à la position africaine ainsi que leur soutien aux pays frères hôtes de la COP 27. C'est aussi l'occasion de montrer à la face du monde l'importance du soutien des initiatives régionales comme gage d'une véritable réussite de la lutte contre le changement climatique à travers notamment la promotion d'actions contribuant au renforcement de la résilience des populations et à l'effort mondial de réduction des gaz à effet de serre. Dans cette dynamique, il est important de changer de narratif qui a toujours été soutenu notamment par les pays africains en matière de plaidoyer en faveur du financement de leur politique climatique. Pour le cas particulier de la région du Sahel, au lieu de s'appuyer sur la situation de vulnérabilité induite par le phénomène, il est plutôt pertinent de mettre en exergue le potentiel d'action d'atténuation et d'adaptation pouvant être mis en œuvre. Ce, à travers notamment la valorisation des ressources énergétiques renouvelables ainsi que la gestion durable des terres concourant à l'atteinte de la sécurité alimentaire, au renforcement du capital de la biodiversité et à la production de crédits carbone. Aussi pour le bassin du Congo, plutôt que de mettre l'accent sur la menace de la dynamique des tourbières impactées par le changement climatique, il faudrait plutôt mettre en exergue le rôle majeur que devrait jouer cette grande région à la régulation du climat à travers notamment la mise en œuvre d'un ensemble de paquets d'actions de préservation et de valorisation de son écosystème. S'agissant des États insulaires africains, plutôt que de s'appuyer sur la menace de leur quasi-disparition face à l'inaction, il faudrait qu'à travers un nouveau paradigme de plaidoyer, que le potentiel d'action durable dans le cadre de l'économie bleue soit porté comme important à promouvoir pour la préservation des écosystèmes marins qui jouent un rôle décisif dans la régulation de la dynamique globale du climat. Aussi, c'est à travers ces différentes suggestions des sujets à débattre que le Premier ministre Oumoud Mahamadou a officiellement lancé les travaux de cette 4e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel. Le ministre de l'Intérieur a présidé hier matin à Tillabéri une cérémonie de réception de 5 véhicules 4x4 au profit des populations de 5 communes de la dite région. Un appui de l'Agence française pour le développement en collaboration avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Salamatou Oumarou Maïga.
La présente cérémonie matérialise la remise officielle de 5 véhicules 4x4 au profit des populations des communes d'Abala, Banibongo, Bankilare, Inates et Tondikiwindi, des zones enclavées avec un accès limité aux services sociaux de base. Un appui de l'Agence française de développement AFD en collaboration avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État à travers le projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire à Metz avec une enveloppe de 5 millions d'euros, soit 3,3 milliards de francs CFA. En réceptionnant ces véhicules, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts des hautes autorités en faveur du bien-être des populations nigériennes. Il est un devoir pour moi de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Bazoum, qui a initié et soutenu fortement cette initiative qui contribuera, à n'en point douter, à l'amélioration de la qualité de la délivrance des services publics au profit de nos populations des zones nomades. Ceci témoigne de leur détermination à renforcer les capacités opérationnelles de l'administration territoriale afin qu'elle soit plus proche des populations pour leur assurer et de façon continue des services publics de base et ce conformant au contenu du programme de la Renaissance Acte 3. Au nom des populations des 5 communes, j'exprime toute notre gratitude à l'Agence française de développement, AFD, mes remerciements au Haut Commissariat à la modernisation de l'État pour sa disponibilité et sa bonne collaboration. Pour le premier responsable de la région de Tillabéri, l'acquisition de ce matériel roulant va sans nul doute améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires. Je me réjouis de recevoir ce matériel roulant accompagné de kits qui vont non seulement améliorer l'offre et la qualité des services sociaux de base, mais également renforcer les moyens d'intervention des services techniques déconcentrés de l'État. En effet, notre région, avec des grandes potentialités de production animale, doit sentir la présence de l'État en permanence afin de jouer pleinement sa partition dans le développement économique et social de notre pays. Auparavant, après le mot de bienvenue du vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, l'attaché de coopération représentant l'ambassadeur de France au Niger, Sébastien Subsol, a magnifié la coopération existante entre nos deux pays avant de rassurer le ministre de l'Intérieur de tout leur soutien à accompagner le Niger. C'était en présence notamment du haut-commissaire à la modernisation de l'État et de la directrice adjointe de l'AFD. À Difa, la montée exceptionnelle des eaux de la Komadougou-Yobe a provoqué dans la nuit d'hier des inondations au niveau de certains quartiers riverains de la commune urbaine de Difa. Ces inondations d'une intensité jamais vue nées de la montée exceptionnelle des eaux de la rivière Komadougou-Yobe ont, dans la nuit d'hier, assujetti plusieurs concessions riveraines au niveau de la ville de Difa. C'est le cas aux alentours du quartier Sabon-Carré où plusieurs familles se sont réveillées les pieds sous les eaux. Malgré les efforts consentis, la puissance des eaux a eu raison sur nous. C'était hier nuit, aux environs des 0 heures, où les murs ont commencé à chuter. À présent, nous sommes au ramassage de nos effets. C'était tard dans la nuit que nous avons reçu l'alerte. Le temps de vérifier, l'eau était au pied de nos concessions. Face à la peur, beaucoup de personnes étaient sorties même vite et c'est maintenant qu'ils reviennent pour voir ce qui peut être sauvé. Depuis 4 semaines, nous sommes à pied d'œuvre pour pouvoir vraiment contrecarrer cette crue. Mais à partir d'hier soir, vraiment la situation a été très difficile pour nous. On a pu à peine vraiment contrecarrer la partie est et du côté ouest, à partir de 23h, vraiment la digue a cédé. Et c'est ce qui a fait que nous avons passé la nuit avec l'équipe de la mairie pour pouvoir vraiment assister la population riveraine. Et jusqu'à 5h du matin, on était à pied d'œuvre. Nous sommes encore en train
d'assister cette population. En tout cas, nous avons plusieurs dégâts d'ordre matériel. Heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine. Nous avons beaucoup de sinistrés que nous sommes en train d'enregistrer et de délocaliser pour les placer dans un site retenu par la commune. À noter que ces eaux ont également au cours de leur trajet anéanti des centaines d'hectares de rizières. Aujourd'hui, nous assistons à la deuxième vague qui inonde complètement les parcelles. Ça veut dire à l'heure actuelle, il n'y a pas une parcelle qui n'est pas inondée. Sur toutes les parcelles mises en valeur, sur les 5 aménagements hydro-agricoles de la commune urbaine de Difa, y compris les parcelles hors périmètre. Ce qui nous amène à évaluer environ 600 hectares mis en valeur sont actuellement sous l'eau. Pour un nombre estimé de producteurs, environ 1800 au sein des aménagements hydro-agricoles et ceux qui sont en hors périmètre. Dans l'optique d'évaluer les dégâts ainsi que les personnes affectées par cette catastrophe, les services compétents mènent à présent sur le terrain une opération de recensement. Voilà sur ces images tristes que se referme ce journal de la télévision nationale.